6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Quel remède pour l'agriculture demande aujourd'hui en France, alors que la colère et le désespoir de toute une profession vont se faire entendre dans les rues de Paris. Évidemment, vous lirez beaucoup de témoignages ce matin dans la presse. Et quand on parle de chiffres, on parle de pertes. Et puis il y a aussi ce dessin de Rançon. Un couple regarde la télé. Si tous les agriculteurs montent à Paris, qui va s'occuper des récoltes, demande la femme. Et son mari lui répond: oh, t'inquiète pas, tout ce qu'on mange vient de l'étranger. Le Figaro donne la parole à Xavier Belin, le patron de la FNSEA, grand organisateur de la journée. La mobilisation, dit-il, est à la hauteur de l'exaspération. Un message qui laisse Libération sceptique. Libé qui dénonce une opération coup de foin de la FNSEA, opération qui fait grincer des dents dans les autres organisations syndicales et même dans son propre camp. À part ça, il y a Myriam El Khomri, nouvelle ministre du Travail, qui arrive à se faire une petite place. Elle fait notamment la une de Direct Matin. C'est la surprise du chef pour aujourd'hui. Elle récupère le sale boulot, estime l'humanité. Et puis d'un monde à l'autre, les Échos ont fait les comptes et titrent en une les leçons de la résistance des géants du CAC 40. Leurs bénéfices à ces géants ont bondi de près de 30% au premier trimestre à 38,8 milliards. Ils ont profité de la hausse du dollar, mais aussi de la baisse des taux et du pétrole, nous expliquent les Échos. À la une des régions, Marion Calais, il n'y a quasiment qu'un seul sujet à la une de la presse régionale ce matin. Oui, clairement, la colère paysanne, du Télégramme breton au Dauphiné, en passant par la République du Centre, aucun quotidien n'y échappe ce matin. Le choix de Najat Vallaud-Belkacem à la une du Progrès, il s'est porté sur Villeurbanne. La ministre de l'Éducation y sera candidate aux législatives en 2017. Une rentrée pas comme les autres à la une également. La Charente Libre relate ainsi les 3 premiers jours d'école des 126e d'un collège d'Angoulême. Ils se sont retrouvés dans un centre de vacances, figurez-vous, pour une intégration par le sport et en plein air. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça. L'histoire du jour, c'est celle du moulin d'Alphonse Daudet, ou plutôt, on va dire, des moulins. Ça fait la une de Vaucluse Matin. Avec des touristes complètement chamboulés. Ils viennent dans la région avec l'idée, évidemment, de visiter le moulin, celui qui a inspiré l'auteur. Le problème, c'est que les indications varient. S'agit-il du moulin Sourdon, récemment racheté par la mairie? S'agit-il du moulin Saint-Pierre, visité depuis des années? Dilemme lié à la bataille rangée que se livre la mairie et le propriétaire de ce dernier moulin. En fait, depuis que le bail a pris fin, tous les coups sont permis. Expropriation, absence de raccordement électrique, fermeture annoncée sur le site de l'Office du tourisme. Celui qui était jusque-là le moulin de Daudet se retrouve concurrencé par le moulin acheté par la mairie. Elle évoque des foutaises quant aux accusations du propriétaire du moulin initial. En tout cas, la mairie assure vouloir construire un circuit autour de ces moulins parce qu'il n'y en a pas qu'un. Du coup, ça donne sur le fascicule municipal: ne cherchez pas le moulin qui aurait appartenu à l'auteur. Ils ont tous les 4 contribué à laisser l'imagination dessiner son propre moulin. Bon, donc on ne sait pas quel est le vrai moulin en fait. C'est un peu ça au final. Et la lettre, on l'a retrouvée ou pas? C'est un vrai faux, il faudrait faire un vrai faux. Ouais, c'est un vrai faux pour vous. Mais vous savez qu'on pourrait demander à Jeanne Daudet, qui est ici, qui est de la famille. C'est vrai qu'on a Jeanne Daudet qui est l'arrière petite fille d'Alphonse Daudet. Tous les jours qui travaille chez nous pour la matinale. Apparemment, c'était complètement une ruine. Alphonse Daudet décrivait la ruine du moulin et aujourd'hui, il s'est inspiré de visiblement plusieurs de ces moulins. Demain, y aura-t-il plusieurs tours Eiffel à Paris? La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Russie avec un guide un peu particulier, vraiment particulier même pour les futures mamans. Oui, lu dans les colonnes du Moscow Times et également dans le journal Commerçant. Il s'agit d'un petit manuel de conseils pratiques pour les femmes russes, distribué donc dans les maternités. Un texte qui vous aide à améliorer les relations familiales. Vous êtes prêts? Une femme ferait mieux de ne pas réveiller la bête qui sommeille en l'homme. Sa capacité à rester à sa place est sa plus grande valeur. Un homme ne peut pas aimer l'autorité d'une femme, ce n'est pas naturel. J'ouvre une parenthèse pour vous préciser que nous sommes bien en 2015. Je continue, ça continue. Le texte explique ensuite qu'un homme peut difficilement supporter l'autorité d'une femme, tout simplement parce que le chef de famille, c'est lui. Ne me regardez pas comme ça, Marion. Le petit guide décrit également les femmes comme des êtres qui se laissent guider par leurs émotions, alors que l'homme, lui, a un comportement plus rationnel. On se laisse assez souvent guider par notre bêtise. Je suis sûre qu'il n'existe pas ce manuel, c'est une invention.
Alors moi j'ai cru que c'était une blague, mais je dois reconnaître quand même que les journaux qui en parlent sont des journaux sérieux. Alors ils affirment que le guide a été distribué dans un certain nombre d'hôpitaux, de maternités. Alors on n'a pas plus de détails. Il y a une femme enceinte qui dit malgré tout qu'elle a bien reçu ce document lors d'une visite de contrôle, mais on ne sait pas tellement d'où ça sort. On rappellera malgré tout qu'officiellement, les femmes en Russie ont les mêmes droits que les hommes. Tout est dans le officiellement. Absolument. C'est donc à lire dans le Moscow Times de ce matin, Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Ah, ça y est, maintenant c'est haro sur les niches sociales. Il y a un rapport qui propose de plafonner ces niches sociales. C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. On parle de quoi avec ces niches sociales ? Alors voilà, d'abord une petite leçon de choses. Il y a les niches fiscales qui permettent aux particuliers de payer moins d'impôts au fisc. Par exemple, si vous faites de l'immobilier locatif ou de vous investissez dans le cinéma. Et il y a les niches sociales qui permettent aux entreprises de payer moins de cotisations sociales, c'est-à-dire de donner moins d'argent à la sécurité sociale. Jusque-là, on vous suit. Voilà, alors là, on parle de ça. Donc, c'est à propos de ces niches sociales que le gouvernement veut les réduire. Il existe en tout 92 dispositifs qui coûtent 15 milliards d'euros. C'est énorme, 15 milliards d'euros. C'est l'équivalent du déficit de la sécurité sociale. Alors, on ne va pas tout supprimer, mais on les passe en revue puisqu'il y a des métiers pour lesquels les employeurs payent moins de cotisations sociales. Alors, on n'arrête pas de dire que les entreprises sont écrasées sous les charges. Donc là, c'est un peu... C'est pour ça que vous avez tout à fait raison. Ça n'est qu'un rapport de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui n'engage pas le gouvernement. C'est ce que tient à dire le gouvernement, puisqu'il y aurait effectivement une contradiction à d'un côté baisser les charges pour les entreprises et de l'autre. Alors néanmoins, le gouvernement dit on pourrait peut-être faire un peu le ménage dans tous ces allègements de charges, parce que parfois, il y a en Outre-mer, vous avez des allègements de charges pour des salariés qui sont très bien payés, qui sont payés plus de 5 000 € par mois. Donc on dit c'est bien d'alléger les charges sur les petits salaires, pas forcément sur les grands. Et donc l'idée, ça serait de plafonner ces allègements de charges dont bénéficient certaines professions. Je tiens à dire, par exemple, il y a les sociétés qui emploient des journalistes qui payent moins de charges que les autres. Il y a les sociétés qui emploient des gardiens de monuments qui payent moins de charges que les autres. Vous voyez, donc faire un peu le ménage, on pourrait en récupérer 3 milliards, mais bon, vous avez raison. Comme on dit, dans chaque niche, il y a un chien qui aboie et qui défend son beefsteak. Voilà. C'est donc à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. C'est peut-être ce qu'on appelle un ballon d'essai. Ça, on jette l'idée puis on voit comment ça revient, pour voir si ça passe dans l'opinion ou pas. On va regarder la télé ce soir à 22h25 et on va se brancher sur France 2 pour complément d'enquête, Eva Rock. Alors le titre de l'enquête du soir présenté par Nicolas Poincaré, violence en cuisine à couteau tiré. Donc voilà, le décor est planté. C'est surtout l'envers du décor des restaurants gastronomiques que dévoilent les journalistes et c'est franchement effarant, brimades, insultes, coups et l'omerta. Alors notamment très difficile d'avoir des témoignages si ce n'est sous couvert d'anonymat ou en caméra cachée. On va découvrir par exemple Marie, dont la voix a été modifiée évidemment, qui a travaillé dans un de ces établissements. Écoutez bien, 17 heures par jour sans aucune pause, mais avec de très longues séances de nettoyage. On a été allongés par terre sur des sacs poubelles pour gratter le dessous des frigos, le dessous des pianos, les hottes, vraiment tout à l'acide, sans gants parce qu'on n'en avait plus. Voilà, alors Marie, elle a craqué comme bien d'autres et on la comprend, garçon ou fille, c'est plutôt démissionner que de subir. Vous allez découvrir notamment Constance qui, elle, n'a même pas fini sa scolarité dans une prestigieuse école de cuisine. Lors de son premier stage, aux insultes à caractère sexuel, ont suivi les gestes déplacés, puis les coups. Il faut savoir que le torchon, avec un bout légèrement humidifié, ça te fait des marques énormes, des bleus énormes sur les cuisses et sur les fesses. Donc oui, ça fait très mal. Un coup de torchon, ça fait très très mal. Alors Constance, elle a demandé à son professeur de l'aide, évidemment. Eh bien, écoutez la réponse. Il m'a répondu mot pour mot. Constance, il faut que tu t'y habitues, ce sera comme ça toute ta vie. Attendez, on parle des restaurants gastronomiques, ceux qui ont des étoiles, les très grandes cuisines, etc. On est bien d'accord. Et là, c'était pour son premier stage. Elle était dans un restaurant gastronomique à Paris. Et elle témoigne à visage découvert, d'ailleurs. C'est effarant. Alors évidemment, ils ont cherché à avoir des chefs pour recueillir leurs témoignages. Ils ont réussi à parler à Jean-Marc Lepelletier, qui est à Angers, qui est chef, toujours aujourd'hui. Il admet, lui, avoir eu des gestes de violence qu'il ne tolérerait plus du tout aujourd'hui. J'avais passé un mec par le pass comme ça, je l'avais pris par la cravate avec son gilet et j'avais tellement tiré que le mec il est passé par le pass et voilà, il est arrivé là, donc je le tenais toujours quoi. Donc bon voilà, c'est pas des choses à faire. Voilà, c'est pas des choses à faire. Alors, sans doute, on aurait voulu plus les entendre, d'ailleurs, ces chefs, dans le reportage. Pourquoi l'insulte est devenue un langage commun? Pourquoi les claques, un geste ordinaire? Alors, certains, dont Thierry Marx, seront face à Nicolas Poincaré ensuite pour expliquer un peu comment fonctionne cet univers professionnel, mais c'est assez effarant. Voilà, on lève le voile sur quelque chose dont on avait vaguement entendu parler, mais qu'on n'avait jamais vu comme ça. Ce soir, complément d'enquête sur France 2 à 22h25, présenté par Nicolas Poincaré. Nicolas qui sera tout à l'heure à 9h, l'invité de Jean-Marc Morandini dans le grand direct des médias. Rideau sur le kiosque.